Voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour un saut dans l'espace. Après, et dans la conception de cité littéraire, comme vous avez vu, le concept même est traité différemment par chacun des conférenciers. Nous avons vu une Memphis qui existait à peine, une Samarcande onirique. Avec Pékin, nous sommes quand même un peu plus dans le solide, et qui va nous être présenté par quelqu'un dont je peux dire que c'est certainement l'un des plus grands sinologues français actuels, Vincent Gossart, spécialiste d'abord de l'histoire du taoïsme, de la religion chinoise, si vous me permettez ce raccourci, et de son évolution intellectuelle à travers tous les cercles de la société du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Et Vincent Gossart a de nombreuses cordes à son arc. Je voudrais simplement évoquer ici, pour ce qui nous concerne, son grand projet de corpus de tous les textes religieux chinois modernes, et aussi surtout ses recherches sur je dirais, s'il me permet l'expression, je crois qu'il a utilisé le monde spirituel, l'univers spirituel, ou la spiritualité des lettrés chinois, quelque chose dont on n'a pas l'habitude de traiter. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce délicieux roman du XVIIIe siècle qui a été traduit en français par La Chronique indiscrète des mandarins, un roman satirique sur les lettrés chinois, que je vous invite à lire dans la collection Connaissances de l'Orient. Et Vincent Gossart va nous parler aujourd'hui d'un autre aspect encore de ces mandarins, de ces lettrés, de ces scholars, comme on dit en anglais, et que je vous invite à découvrir. Je reviendrai à la fin pour lancer les questions et la discussion. Merci beaucoup. Très bien. Mesdames, Messieurs, cher Jean-Noël, je suis très reconnaissant de cette invitation à venir vous parler de Pékin, une ville qui m'est chère, même si j'ai beaucoup passé de temps et me consacré à quelques recherches. Il y a maintenant une vingtaine d'années, j'ai depuis plutôt déménagé vers le sud. Mais voilà, Pékin reste une ville très importante pour moi. J'ai très heureux, très reconnaissant à Monsieur Jean-Noël Robert de m'avoir donné cette occasion de venir vous en parler un peu. Et très heureux de voir ce magnifique lieu, ce magnifique amphithéâtre très rempli pour discuter ensemble aujourd'hui de la vie littéraire et culturelle à Pékin, qui est lointaine, mais avec qui Paris a de très très nombreux rapports étroits de longue date et encore aujourd'hui. Alors, comme il vient d'être dit, je ne suis pas vraiment littéraire, je suis historien, je m'intéresse à l'histoire religieuse, donc j'aurais peut-être pas autant de choses à vous dire sur la littérature en prose et poésie produite à Pékin, autour de Pékin, au sujet de Pékin. Mais je vais malgré tout essayer d'évoquer avec vous certaines des façons dont des hommes de lettres ont fréquenté la ville, parfois avec enthousiasme, parfois à leur corps défendant, et de ce qu'ils ont pu y faire et écrire de leurs expériences. Mais avant cela, peut-être deux mots de rappel historique sur la ville elle-même, même si ce n'est probablement pas nécessaire pour la plupart d'entre vous. Pékin est une ville qui a une très très longue histoire et qui a été capitale d'empire déjà au début du deuxième millénaire de notre ère, sous les dynasties fondées par des peuples venus des steppes du Nord, les Jin d'abord au XIIe et XIIIe siècle, puis les Mongols, qui ont fondé la dynastie des Yuan, qui ont pris la ville dès 1215 et qui, par la suite, ayant fini leur conquête et stabilisé leur empire, en Chine même et évidemment très au-delà, ont décidé d'y fixer leur capitale, notamment donc, le grand Khan Kubilai, en 1260, et lui donner le nom de Dadu, c'est-à-dire la grande capitale. C'était important pour l'histoire de la ville, y compris dans son organisation spatiale, son architecture. C'est à cette époque-là que se fixe une grande partie de l'infrastructure, les murs, l'équipement hydraulique, qui reste encore aujourd'hui visible sur les plans, sinon à l'œil nu. Quand les Mongols sont finalement renversés, après des guerres civiles assez sanglantes qui ont duré plusieurs décennies, en 1368, le fondateur de la dynastie suivante, la dynastie des Ming,
décide entre autres, nombreux gestes marquant la rupture civilisationnelle et le retour à la mainmise de l'ethnie chinoise, Han, sur son propre peuple et son propre territoire, installe sa capitale au sud, qui était sa base militaire précédemment, dans ce qui est aujourd'hui Nankin, ce qui veut dire la capitale du sud. Mais peu après, donc il meurt en 1398. Il est succédé par son fils, qui est rapidement renversé après une guerre civile assez courte mais sanglante, par son frère, qui devient l'empereur Yongle, et qui lui-même était précédemment prince installé au nord, surveillait les frontières méridionales de l'Empire, car même si les Mongols avaient été chassés et renvoyés dans leur steppe natale, il restait là, bien présent, menaçant. Et il y a eu encore de nombreux incidents qui n'ont pas toujours tourné à l'avantage militaire de l'Empire Ming, dans les décennies et les siècles qui ont suivi. Et donc l'empereur Yongle, pour cette raison-là, pour des raisons personnelles, mais aussi stratégiques et militaires, a décidé de transférer sa capitale vers le nord, qui est donc devenue la capitale du Nord, Beijing ou Pékin, qui est son nom actuel. L'empereur Yongle a repris une grande partie de l'infrastructure de la ville, a modifié en partie, rebâti ce qui avait été détruit, s'est bâti un grand palais au centre de la ville, et donc a fondé, fini de fonder le Pékin actuel. Le dernier grand événement important dans l'histoire de la ville, et c'est une chose dont on aura à reparler dans cette présentation, c'est la prise sans trop coup férir, à vrai dire, par les armées mandchoues, donc venues elles aussi de la Mandchourie, du nord-ouest. Ils étaient des descendants directs des Jin, qui avaient déjà installé leur capitale longtemps avant à Pékin. Les Mandchous prennent Pékin en 1644. Le dernier empereur des Ming s'y suicide en voyant les armées ennemies entrer dans sa ville impériale. Et donc s'y installe immédiatement, sans trop en modifier le plan, l'agencement, mais en introduisant une nouveauté radicale, qui est de distinguer deux villes, la ville intérieure que vous voyez sur la partie supérieure du plan, et la ville extérieure. La ville intérieure est réservée aux armées des bannières, donc qui était l'armée mandchoue, qui était essentiellement dirigée par des aristocrates mandchous, mais qui était aussi composée en partie importante de soldats d'ethnie et de langue chinoise, et également de Mongols. Une partie des Mongols étaient devenus leurs alliés une dizaine d'années auparavant. Donc les gens des bannières forment une population assez mixte, assez mêlée, ethniquement et linguistiquement, mais unie par cette organisation militaire et par le fait d'être le premier cercle du nouveau pouvoir impérial, donc qui s'installe à Pékin, qui reprend la capitale. L'empereur, qui est alors un jeune homme qui règne sous le nom d'empereur Shunzhe, s'installe dans la cité impériale et en garde l'organisation, l'architecture, l'infrastructure et une partie des pratiques culturelles, politiques, religieuses et autres. Voilà, donc les habitants de la ville intérieure, donc la partie nord de la ville, sont chassés, invités par la force, se réinstaller dans la ville extérieure, dont on finit de construire les murailles d'enceinte. Et donc on a deux villes qui sont fermées par des portes entre les murailles la nuit, mais qui sont ouvertes le jour. Donc les gens des bannières au nord, autour du palais, et les Han, commerçants, artisans, autres métiers, dans la ville sud. Et puis les banlieues, bien entendu, qui se développent au fur et à mesure, puisque Pékin est déjà une grande ville et, étant capitale d'empire, continue de croître, d'attirer les populations, les richesses, les ressources de toutes sortes, si bien que Pékin, à la fin de l'empire, fin du 19e siècle, compte largement plus d'1 million d'habitants. C'est vraiment une des grandes villes du monde pendant toute la période qui nous intéresse. Donc, comme je suis historien essentiellement de ces derniers siècles de l'Empire chinoise, et que c'est l'époque où Pékin était la plus grande, la plus florissante, la plus riche, et a fait l'objet de plus vaste littérature, c'est donc de cette période-là que je vais vous parler, donc les Ming et les Qing, et en particulier les Qing. Donc Pékin, capitale d'empire, qui donc attire à elle les curieux, les visiteurs, les marchands, venus de l'intérieur de l'Empire, mais dans toute sa diversité.
les peuples alliés y viennent apporter le tribut et être reçus en audience régulièrement par l'empereur. Les princes mongols, les pays tributaires, coréens notamment, qui viennent apporter très régulièrement le tribut, échanger politiquement et noter les voyages des ambassadeurs coréens à Pékin sont un genre littéraire à part entière, très vaste, et qui fournit d'ailleurs une somme d'informations tout à fait importante sur la ville, ses mœurs, sa vie culturelle. Voilà. Donc assez longtemps avant que les Occidentaux aient le droit de venir s'installer à Pékin. Donc il y a eu bien entendu les missionnaires jésuites surtout, dominicains et franciscains en plus petit nombre, les missionnaires orthodoxes russes aussi, qui s'étaient installés à Pékin dès la fin du XVIe siècle, mais qui ont été presque tous entre eux chassés avec la proscription du christianisme au début du XVIIIe siècle. Donc après les traités inégaux, notamment de 1840, les étrangers, les occidentaux reviennent s'installer à Pékin. Ils deviennent assez nombreux dans les légations à la fin du 19e siècle. Mais donc avant cette présence occidentale, qui produit évidemment une vaste littérature de description géographique, politique, culturelle, mais aussi des œuvres littéraires. On pense à Pierre Loti et d'autres auteurs. Mais avant tous ces auteurs-là, nous avions des visiteurs donc coréens, japonais, mongols, vietnamiens et autres, qui venaient régulièrement à Pékin, qui ont écrit dans différents genres sur la ville. Donc des visiteurs de toutes sortes, venus de plus ou moins loin, mais aussi et surtout quantitativement un très grand nombre de visiteurs venus de l'intérieur du monde chinois lui-même, pour le commerce, pour le tourisme, bien entendu, pour les pèlerinages, parfois aussi. Pékin, comme beaucoup de grandes villes chinoises, était une ville sainte du fait de la présence d'un grand nombre de temples, de statues miraculeuses, de divinités qui s'y manifestaient. Mais aussi et surtout, et c'est peut-être le plus pertinent pour le sujet de ce cycle de conférences sur les cités littéraires, un grand nombre d'hommes de lettres y venaient pour les examens impériaux. Donc le système des examens, dont on connaît l'importance dans la gestion de l'Empire chinois de longue date et qui a beaucoup impressionné et fait couler d'encre ici, tel qu'il a été décrit par les missionnaires qui ont été lus avidement par les intellectuels des Lumières. Donc le système des examens impériaux chinois, donc basé sur l'évaluation anonyme des compétences des candidats, ouvrant avec une apparente égalité des possibilités de carrière et de participation à l'administration à l'Empire à tous les hommes. Les femmes ont été exclues de tous les hommes, de toutes les conditions sociales. Donc ces examens, c'était organisé à 3 niveaux. Au niveau des districts d'abord, au niveau des provinces, ensuite, tous les 3 ans, et parmi les millions de candidats qui s'étaient formés très durement, et parfois pendant de très très nombreuses années, à la préparation de ces examens dans des écoles publiques ou privées ou des académies, avaient réussi à passer donc, les 2 premiers degrés locaux et provinciaux, pouvaient, une fois tous les 3 ans, aller à la capitale, passer les examens pour tous les candidats venus de tout l'Empire. Et tous les 3 ans, il y avait environ 200 à 250 lauréats. Et ces lauréats, qui recevaient le titre de Jinshe, qu'on traduit souvent par docteur, étaient alors recrutés dans la fonction civile. Vous savez que l'Empire chinois est un empire très vaste, on compte environ 400 millions d'habitants dans l'Empire Qing à la fin du 19e siècle, et avec une structure bureaucratique extrêmement légère, et tout à fait volontairement légère. Elle a été conçue, elle n'était pas légère par manque de moyens, elle était légère elle a été conçue de cette façon-là, avec un petit nombre de fonctionnaires, mais jugés comme particulièrement compétents et moralement solides et fiables. Et donc seulement entre 10 et 20 000 fonctionnaires qui géraient donc cet empire de plusieurs centaines de millions de personnes. Et donc ils étaient recrutés par ce moyen. Et donc on voyait arriver, c'est une partie importante de la vie intellectuelle, culturelle et sociale de la capitale, de voir arriver une fois tous les 3 ans ces milliers de jeunes gens, donc déjà presque héros chez eux pour avoir passé avec succès et des taux de réussite extrêmement bas, bien entendu, une sélection extrêmement sévère pour avoir déjà passé les 2 premiers niveaux des examens, se présenter à Pékin et passer 2 jours et demi
dont de nuit entière, enfermés dans les petites cellules. Vous voyez sur l'écran une photographie de l'enceinte des examens à Pékin, telle qu'elle existait encore au tournant du XXe siècle, a été détruite depuis. Les examens impériaux ont été abolis en 1905. Donc les candidats passaient donc 2 très longues journées et nuits enfermés à composer sur plusieurs sujets dans différents genres littéraires, donc sur des copies anonymes qui étaient ensuite évaluées, et les résultats étaient proclamés, faisant quelques heureux et un grand nombre de malheureux qui souvent retournaient chez eux, annonçaient piteusement leur échec à leur famille et leurs proches, et passaient à nouveau 3 ans à se préparer pour la prochaine session des examens. Certains, après avoir passé leur vie à essayer, étaient lauréats à 60 ou 70 ans. Voilà, donc cette entrée par les examens, pour vous donner une idée de la centralité de la ville de Pékin dans cet univers culturel, et aussi évoquer ce milieu de lettrés, donc avec un très grand nombre de personnes qui s'étaient formées à la préparation des examens. Donc il y avait une très grande connaissance ce qu'on appelle les classiques confucéens, qui formaient la base du curriculum et qui fournissait les sujets des questions aux examens. Et pour donc seulement quelques milliers de lauréats, mais les nombreux autres, en dépit de leur échec, ne pouvaient pas rentrer dans la fonction publique, ne pouvaient pas devenir fonctionnaires, mais faisaient différentes carrières. Et donc certains, dans la plupart d'entre eux, rentraient chez eux en province. Et donc pour eux, la visite à Pékin n'était pas du tout un joyeux souvenir touristique, mais au contraire la mémoire douloureuse d'un moment d'échec et de souffrance. Mais certains restaient à Pékin. Et donc, ils menaient les vies professionnelles que menaient beaucoup de ces lauréats, enfin de ces candidats malheureux aux examens, étaient eux-mêmes professeurs et précepteurs pour les grandes familles ou professeurs pour les écoles de lignage, les écoles charitables, les écoles locales, donc formés à leur tour une nouvelle génération de candidats pleins d'espoir dans le système des examens. Ils devenaient secrétaires particuliers. Donc on a dit qu'il y avait un très petit nombre de fonctionnaires, mais ces fonctionnaires souvent en charge tout seuls d'un district de 100 à 200 000 habitants et devant gérer les taxes, les infrastructures hydrauliques, la police, les rituels qu'ils étaient obligés d'assurer l'entretien des temples et beaucoup d'autres choses encore, ne pouvaient évidemment pas faire ça tout seuls et embaucher sur leur propre denier des secrétaires particuliers. Donc beaucoup de ces lettrés en fait travaillaient dans l'administration mais sans avoir du tout un statut de fonctionnaire, simplement d'employés à titre privé. Beaucoup d'entre eux étaient marchands, contrairement à ce qu'on a pu lire ou écrire sur l'aversion confucéenne pour les métiers du commerce et du profit. En réalité, beaucoup dans les grandes familles avaient des stratégies beaucoup plus avisées où la plupart des membres de la famille étaient dans les affaires, donc générer de la richesse, et cette richesse était employée à former chaque génération 1 ou 2 jeunes gens qu'on ne trouvait pas très doués pour le commerce, mais peut-être avec un penchant littéraire, et donc une chance un peu moins faible de réussir aux examens et d'apporter honneur et gloire à la famille par ce moyen-là. Beaucoup d'entre eux étaient aussi gérants de temples ou de fondations philanthropiques, et les deux types d'institutions se recoupent très très largement. Pékin, comme toutes les villes chinoises, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, était aussi une couverte de temples. On compte en moyenne, avant les débuts des grandes campagnes de destruction de temples qui commencent dès 1898 en Chine, environ, et c'est un ordre de grandeur, ne prenez pas ça comme une statistique très fiable, mais peut-être un temple pour 1000 familles, soit environ un temple pour 4000 habitants, donc ce qui nous fait facilement un bon million de temples pour un empire de 400 millions d'habitants, et dans une ville relativement riche qui aspirait par l'imposition, les taxes de toutes sortes, les richesses de tout l'empire, la densité était bien plus grande encore. On comptait certainement entre 1500 et 2000 temples, donc certains palatiaux immenses, d'autres plus modestes, et temples quartiers, mais malgré tout, donc peut-être pas loin de 2000 temples dans la ville de Pékin à la fin du 19e siècle, et ils sont bien documentés par des inscriptions sur pierre, on verra peut-être des images tout à l'heure, par les nombreuses descriptions de la ville qui ont été faites, par l'immense plan de la ville de Pékin qui a été commandité par l'empereur Qianlong au milieu du XVIIIe siècle, où chaque pâté de maison, chaque immeuble, chaque temple est identifié et nommé.
Et donc, un certain nombre de ces temples et des fondations philanthropiques, donc aide aux pauvres, soupes populaires, distribution de vêtements et de médicaments en hiver, etc., étaient gérés donc par ces lettrés qui joignaient à leurs talents littéraires, composition de prose et de poésie, des talents d'organisation, de networking, comme on dit de nos jours, de levée de fonds et d'entretien, disons, de réseaux sociaux dans la bonne société qui permettaient de financer et de faire vivre ce type d'activité charitable. Et puis certains d'entre eux, les gens des bannières, étaient employés par l'État, donc certains devenaient rentiers. Voilà, donc toutes sortes de modes de vie pour les lettrés qui visitaient Pékin, parfois brièvement, juste pour les examens, d'autres s'y installaient plus longtemps, et certains y passaient toute leur vie. Donc les gens de Pékin, les Mandchous, j'ai déjà évoqué, les gens des bannières, donc qui occupaient la ville intérieure, et cette division entre ville intérieure et cette distinction entre les Mandchous et les gens des bannières d'une part et les autres habitants locaux de l'autre est restée bien présente, visible dans l'espace et dans la vie sociale jusqu'à la fin de l'Empire en 1911. Mais avec en même temps un mouvement qui a commencé très tôt en réalité et qui ne s'est jamais démenti, de sinisation des Mandchous. C'est-à-dire que les grandes familles mandchoues tentaient, et plusieurs empereurs ont été très sensibles à ça, et tentaient d'encourager le fait de maintenir une identité culturelle, linguistique mandchoue. Donc certains continuaient à parler le mandchou entre eux, à écrire en mandchou. Il y a plusieurs œuvres littéraires tout à fait remarquables qui ont été écrites dans cette langue, mais le chinois est assez vite devenu la lingua franca, et bon nombre de Mandchous parlaient essentiellement, si ce n'est uniquement, en chinois, en particulier le dialecte de Pékin, qui s'est imposé aussi comme la langue officielle. On l'appelait le guandhua, c'est-à-dire la langue des mandarins, la langue des fonctionnaires, qui est en fait basée sur le dialecte de Pékin, parce que c'était la capitale bureaucratique aussi de l'Empire. Et c'est cette langue-là qui est devenue la langue officielle commune. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle en français le mandarin. Voilà, donc Mandchous et gens des bannières qui ont plusieurs, à des niveaux, dans des proportions différentes, des identités culturelles et linguistiques variées, donc avec des éléments mandchous, des éléments chinois, Han. Une des œuvres littéraires qui nous ouvre une fenêtre sur ce monde culturel des élites, des gens des bannières, c'est le roman Hong Lomong, littéralement le rêve dans le pavillon rouge, qui est considéré comme un des plus grands romans chinois, en réalité le roman préféré d'un grand nombre de Chinois hier comme aujourd'hui, qui reste très lu par les jeunes Chinois aujourd'hui, qui a évidemment fait l'objet de toutes sortes d'adaptations sur tous les supports que l'on peut imaginer, qui a été écrit par Cao Xueqin, donc vous voyez les dates ici, qui fait partie des grandes familles des bannières. La famille des Cao, alors c'est une famille chinoise, c'est des Chinois des bannières, mais qui étaient proches de l'Empire. La famille Cao a fourni un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient recrutés au titre de gens des bannières. Il y avait des quotas pour certains postes particulièrement haut placés et sensibles dans l'administration. Il y avait, par exemple, dans les ministères, on avait un ministre chinois, un ministre mandchou, un ministre gens des bannières, considérés comme ayant une loyauté et un lien tout à fait particulier et privilégié avec la famille impériale. Donc la famille de Cao Xueqin est tout à fait dans ce cas-là. Vous voyez ici une illustration tirée d'une nombreuses versions illustrées anciennes de ce très grand roman. Et ce roman montre la vie familiale, intime, d'une grande famille aristocrate. Le roman se passe en partie à Pékin, pas entièrement, mais en partie. Pékin qui est d'ailleurs ici appelé poétiquement, non pas Pékin, mais Chang'an, qui est le nom de l'ancienne capitale médiévale des Tang. Et le roman qui est écrit en partie dans une langue dite vernaculaire, mais un vernaculaire extrêmement soutenu, qui n'est pas du tout la langue des marchands de la rue, mais qui n'est pas non plus le chinois classique standard, reprend un certain nombre d'expressions, de mots, de tournures du dialecte de Pékin. Donc c'est aussi un témoignage très important du Pékin littéraire vécu de l'intérieur par un des membres des grandes familles de Pékin.
Fréquentant ce type d'aristocrates mandchous, gens des bannières, très cultivés, écrivant dans leur langue, écrivant sur leur ville, on trouve aussi un très grand nombre de gens de passage, donc les candidats aux examens que j'ai déjà évoqués, les fonctionnaires, les marchands, les religieux aussi qui venaient en pèlerinage ou venir prendre un poste d'abbé dans un des grands monastères bouddhiques ou taoïstes de la ville. Et ces grands personnages religieux font aussi partie des élites culturelles, souvent réputées comme d'éminents poètes, peintres, calligraphes. Quand on pense à la haute culture lettrée chinoise, on pense évidemment aux lettrés confucéens, mais ils sont tout à fait indissociables de la haute culture, enfin des hautes sphères des milieux cléricaux taoïstes et bouddhistes. Donc à toutes sortes de visiteurs. Et ces visiteurs forment, entre autres institutions, un type d'endroit qui est essentiel à la vie sociale et culturelle et intellectuelle du Pékin de la fin de l'Empire. Ce sont les maisons des gens de pays, si on peut traduire cela ainsi, les huiguan, qui sont fondées, gérées et qui ont pour part des gens originaires d'une même région, alors à différentes échelles, parfois simplement un district ou une préfecture, voire même une province, mais des gens de la même origine qui, quand ils sont à Pékin, pour plus ou moins longtemps, peuvent s'y retrouver et s'entraider, bien entendu. Ce sont des sortes de clubs sociaux où l'on fait des affaires, où l'on s'entraide. On peut trouver conseils, financement, soutien, mais qui organisent aussi une vie rituelle très intense. Ce sont des temples, et ce sont souvent les temples qui organisent les fêtes et festivals les plus spectaculaires. Donc il y a le fait de porter l'honneur de son pays d'origine à la capitale. Donc on y joue le théâtre local originaire de la région en question. Donc les gens de Pékin pouvaient aussi avoir accès à des cultures locales d'autres parties de l'Empire par ces institutions très importantes qui étaient donc généreusement financées, qui accueillaient donc, les candidats venus de leur province ou préfecture venus passer les examens, qui organisaient des grands banquets de la nourriture locale, enfin voilà, toutes les expressions de la culture locale, littéraire, culinaire, les arts des spectacles et autres, étaient entretenus par ces huiguan. Donc, ils ont joué aussi un rôle important dans le brassage culturel dont la capitale était la Seine, et à l'introduction dans la culture pékinoise d'éléments, le théâtre, enfin certains genres théâtraux, musicaux, poétiques, venus d'autres parties de l'Empire. Voilà. Et ces lieux sont aussi des endroits, et les écrits de ces lettrés venus passer un certain temps à Pékin, donc souvent comme fonctionnaires, donc les fonctionnaires nommés à des postes de l'administration centrale, donc dans les ministères et autres administrations qui travaillaient directement dans l'ombre de la cité impériale. Donc beaucoup de gens venus d'autres pays de l'Empire et qui écrivaient leurs souvenirs, et souvent sur le mode de la nostalgie. Pékin n'est pas, ça peut être pour eux le lieu d'une carrière très glorieuse et brillante, ça peut être le lieu d'un enrichissement personnel, culturel, mais aussi financier, mais c'est aussi pour beaucoup d'entre eux, et nombreux écrits de ces lettrés en témoignent de façon très abondante et explicite, l'endroit où ils expriment leur nostalgie de leur pays natal. Le Pékin est un endroit où on peut avoir envie de venir, mais c'est aussi un endroit où on peut avoir envie de partir. Et donc les lettrés notamment du Jiangnan, donc la région du bas Yangtze, autour de l'actuelle grande ville de Shanghai, qui était la région la plus riche et la plus densément peuplée de l'Empire à l'époque, et qui fournissait une partie très importante des corps de fonctionnaires. Ces lettrés du Jiangnan en poste à Pékin ont beaucoup écrit dans tous les genres, en prose ou en vers, sur le fait que Pékin est très au nord et donc il y fait très froid, que l'architecture n'y est pas toujours très belle, que la nourriture n'y est pas toujours très bonne, et que les paysages n'ont pas du tout la beauté de ceux de leur Jiangnan natal. Voilà. Quelques exemples encore rapidement de ces... J'évoquais tout à l'heure Cao Xueqin, l'auteur du roman Rêve dans le pavillon rouge. Un autre personnage qu'on peut évoquer, également membre d'une grande famille, d'ethnie mandchoue, descendant des Durchet, donc qui a fondé l'Empire Jin au XIIe siècle. Donc Wanyan, c'est vraiment un des grands clans aristocratiques, l'un des plus anciens, les plus éminents. La famille Wanyan a fourni nombre de très très hauts fonctionnaires, vraiment conseillers de l'empereur, très très
puissants fonctionnaires. Wang Yanlingqing était l'un d'entre eux. Il a fait une très belle carrière à la capitale et dans les provinces. Mais c'était aussi un poète et homme de lettres très réputé, entre autres pour une sorte d'autobiographie illustrée et alternant prose et poésie qu'il a composé. Ouvrage assez célèbre, donc le Rongxue Yinyuan Tuji, donc mémoire illustrée sur les causes karmiques qui m'ont amené partout dans le monde, comme une oie sauvage traînant dans la neige, pour traduire le titre de façon un peu littérale. On voit une illustration en bas et qui fait tout à fait représentatif de ces grands intellectuels et lettrés, donc qui parlait parfois, quand il était posté en province, lui, de sa nostalgie de son Pékin natal, puisque la maison de sa famille était une immense résidence, presque princière, on peut dire, proche de la cité interdite. Donc il en parlait avec nostalgie. Mais c'est quelqu'un qui, du fait de sa carrière de fonctionnaire, a passé la plus grande partie de sa vie en dehors de Pékin. Voilà. Donc on a, voilà, c'est cette façon d'exprimer son amour pour son pays natal par rapport à Pékin. Elle fonctionne dans les deux sens. On a des Pékinois de naissance très loin de chez eux, et on a aussi des gens du Sud très loin de chez eux qui sont à Pékin et qui tous expriment en commentant les paysages, les climats, l'ambiance, expriment leur nostalgie et leur attachement à un certain mode de vie, certaines ambiances. Wang Yanlingqing est également intéressant parce que sa mère est une des grandes poétesses de cette époque-là, Yunzhu, elle chinoise Han, enfin d'ethnie de langue Han, donc venue d'une grande famille lettrée du Zhongnan pour le coup, mais ayant épousé donc le père de Wang Yanlingqing et donc s'étant installée, ayant vécu l'essentiel de sa vie donc dans cette grande résidence princière pékinoise, dans laquelle elle a écrit beaucoup de poésie et composé une des plus importantes anthologies de poésie féminine, poésie écrite par les femmes de la dynastie Qing, le Guoqiu Zhengzhi. Donc il y a ses propres poèmes et des poèmes d'autres poétesses, dont bon nombre de femmes pékinoises, soit mandchoues, gens des bannières, soit Han. Voilà. Donc on a au travers de ces exemples quelques aperçus c'est un portrait de Yunzhu ici, de cette sociabilité littéraire qui brasse des gens, des cultures, des langues très, très différentes dans la bonne société pékinoise, qui s'exprime essentiellement dans la langue chinoise, donc soit dans le classique standard, si on veut, soit dans le dialecte pékinois, qui est aussi la langue des fonctionnaires, mais aussi parfois en mandchou, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, des familles bilingues et des traductions en mandchou qui se font à Pékin, pas uniquement à Pékin, mais notamment à Pékin, parce qu'il y a aussi, du fait des projets soutenus par la cour et par les empereurs de maintien d'une identité culturelle mandchoue distincte, des projets donc financés pour certains d'entre eux par la cour, de traduction de textes chinois vers le mandchou, bien entendu des classiques, des livres religieux, donc le canon bouddhique bien entendu, mais aussi des livres de morale révélés par les dieux chinois qui sont traduits en mandchou, mais également des œuvres littéraires. Plusieurs des grands romans de cette époque-là ont été traduits du chinois vers le mandchou. Donc j'ai évoqué trop brièvement ici donc quelques aspects des milieux lettrés pékinois et de leurs activités littéraires. On peut aussi évoquer la question de Pékin comme sujet littéraire. De quelle façon on décrit, on parle de Pékin et de la vie pékinoise dans les œuvres. Alors une des choses que l'on voit le plus immédiatement, le plus aisément, ce sont des descriptions des paysages et des vues de Pékin. Alors on a pour Pékin, comme pour beaucoup d'autres endroits, d'autres villes ou d'autres sites importants, la tradition des 8 panoramas, Bajing. Beaucoup d'endroits se sont forgés leur propre ensemble de 8 panoramas. Donc ce sont à la fois des paysages, mais des paysages imaginaires qui peuvent mêler des éléments naturels, une colline, un arbre très ancien, un lac, voilà, une vue sur
une chaîne de montagne éloignée, des éléments bâtis, tels pagodes, bâtiments, tours, etc. Puis des éléments également de ressenti, d'ambiance. Voilà, donc la brume du matin sur le lac au nord de la cité impériale ou le chant des cigales à tel endroit, etc. Et donc cette tradition littéraire chinoise qui a donné lieu à de nombreuses déclinaisons dans de nombreux endroits a été évidemment très florissante à Pékin. Et quand les lettrés visitent à la fois les Pékinois de souche, mais aussi tous les lettrés qui visitaient Pékin étaient souvent soit spontanément ressentaient l'envie d'écrire leur propre version sur leur propre série de 8 poèmes sur ces 8 panoramas, ou étaient invités à le faire par leurs hôtes ou leurs mécènes, d'autres personnes. Donc on a énormément de descriptions comme ça qui évidemment peuvent être parfois assez standardisées ou un peu répétitives, mais qui parfois malgré tout donnent un aperçu sur l'intime, le ressenti, l'émotion qu'avaient les visiteurs de courte ou de longue durée par rapport à la ville et ce qui faisait de Pékin un lieu unique ou particulier. Toute cette production essentiellement poétique, mais on a aussi des textes en prose, des essais sur tel site, tel endroit, ou des récits de voyage, les yoji, qui est un genre littéraire particulièrement florissant dans la Chine de la fin de l'Empire. De nombreux lettrés partaient en excursion, pas nécessairement dans des endroits très reculés ou sauvages, ça peut être sur une petite colline à l'intérieur ou dans les banlieues de la ville, et écrivaient, donc avec des camarades et des amis, et écrivaient leur récit d'excursion, de voyage. Et donc c'est une des façons dont les lettrés mettaient par écrit, exprimaient leur expérience d'avoir exploré la ville et ses sites remarquables. Et nous avons donc une partie importante des sources historiques littéraires. Évidemment, je mets de côté les sources administratives, les règlements, les descriptions de toutes sortes, mais les sources littéraires que nous avons sur la ville sont en grande partie composé de ce type d'écrit, donc encore une fois poétique ou en prose, mais où les lettrés décrivent des sites remarquables, souvent en imitant ou en reprenant, en faisant écho à d'autres écrits similaires, écrits précédemment, si possible, par des lettrés célèbres. Et tout cela a été rassemblé dans de vastes anthologies. Donc l'une des plus abondantes d'entre elles, donc pour ne pas vous noyé sous les listes de titres, car il serait aisé de vous en énumérer des dizaines, voire des centaines, mais peut-être le plus important, et une source absolument essentielle pour comprendre l'histoire de Pékin, qu'elle soit littéraire, culturelle, religieuse, politique ou autre, c'est cette grande anthologie, le Zhexia Zhuwen Kao. Donc, Kao, c'est étude, Zhuwen, des choses que l'on a entendues précédemment, des histoires anciennes sur Zhexia, littéralement sous le soleil, c'est-à-dire à l'ombre de l'empereur. Donc, il y a une vaste description qui couvre je pense, un bon dizaine de milliers de pages de toute la ville et qui est essentiellement quelques éléments de description factuelle, mais essentiellement une collection de poèmes et de petits textes en prose sur tous les différents sites que l'on pouvait visiter et admirer dans la ville. Voilà. Je vais donner juste ici un tout petit exemple très, très court de ce type de production littéraire pour commémorer la ville et ses sites. C'est une... Voilà, je tire ça des travaux de Lei Yang, dont j'ai eu un des meilleurs spécialistes de l'histoire culturelle, littéraire de Pékin, qui a réalisé une très très belle thèse sur l'histoire des cloches de Pékin et la façon dont les cloches ont créé un paysage sonore dans la ville. Parce que les visiteurs, les poètes qui nous ont laissé des textes sur la ville parlaient non seulement de ce qu'ils pouvaient ressentir visuellement, donc les paysages, les sites extraordinaires, mais également tout ce qui peut être ressenti par les autres sens, et en particulier par l'ouïe. Et donc beaucoup de lettrés à Pékin, et pas uniquement à Pékin d'ailleurs, mais beaucoup à Pékin, ont parlé sur les ambiances, le paysage sonore de la ville, ce en quoi le Pékin entendu était un lieu unique et par certains aspects enchanteur, par d'autres moins peut-être, donc les cris des marchands, les gongs des veilleurs de nuit, mais aussi le son des grandes cloches des temples. Voilà, et donc il y a cette très célèbre cloche géante qui a été fondue sur les ordres de l'empereur Yongle, que j'évoquais tout à l'heure, donc qui a rapatrié
la capitale impériale à Pékin au début du XVe siècle, qui a fait fondre cette cloche, qui reste une des plus grandes cloches en bronze existantes ayant jamais existé dans le monde, qui n'a jamais été fondue, et qui avait été installée dans le pavillon que vous pouvez voir là-haut, et au sujet duquel, en hommage à laquelle de nombreuses inscriptions, vous voyez aussi l'estampage d'une des inscriptions à propos du temple qui l'abritait et de la cloche en particulier. Et l'empereur Qianlong lui-même a écrit plusieurs poèmes en hommage à cette cloche, donc qui est décrit. Voilà. Donc vous voyez ici un extrait de ce poème. Voilà, la cloche veut éveiller le peuple du rêve de ce monde. Par intermittence, sa voix erre jusqu'au pavillon au-delà des nuages. Voilà. Alors, je vous ai entretenu jusqu'ici sans doute les parties les plus nobles du paysage littéraire pékinois, mais étant un historien qui s'intéresse qui fait aussi de l'histoire sociale, qui s'intéresse à la vie quotidienne, qui s'intéresse aux pratiques populaires, je voudrais évoquer d'autres aspects de la vie culturelle et littéraire à Pékin et des formes plus locales d'écriture. Alors évidemment, le genre qui vient spontanément à l'esprit, si on parle de ce qu'il s'écrit, se lit et se joue à Pékin, c'est l'opéra de Pékin, le Dingtu, qui apparaît tardivement, on voit les prémices au XVIIIe siècle, mais qui vraiment, dont les principaux textes, les costumes, le répertoire, enfin la chorégraphie, tout ça se fixe réellement au cours du XIXe siècle. Donc vraiment assez tardivement dans l'histoire de la ville, mais qui en vient à jouer un rôle très important dans l'identité culturelle de la ville à l'époque moderne et contemporaine. Encore aujourd'hui, si vous allez à Pékin, vous verrez dans tous les parcs des gens, en général d'un certain âge, mais pas nécessairement, des groupes d'amateurs qui se réunissent entre eux pour chanter les airs d'opéra de Pékin, pour eux-mêmes, évidemment. Ils sont dans les parcs, donc si le public, les passants veulent les écouter, ils sont les très bienvenus. Mais c'est vraiment... Donc l'opéra, traditionnellement, se joue dans les temples. C'est pour ça qu'ils sont donnés aux dieux pour les fêtes. Il se sécularise d'une certaine façon à la fin du XIXe siècle avec des salles qui s'ouvrent, qui vendent des billets, qui annoncent des représentations que l'on vient écouter. On joue aussi entre amis, on joue bien entendu à la cour. Les troupes d'opéra sont invitées en permanence à la cour à jouer pour les gens de la cour, voire pour l'empereur, l'impératrice. Et donc il y a une influence de toutes les troupes, de tous les genres d'opéra locaux sont venus à Pékin tenter leur fortune. Et ces différentes influences ont fini par faire émerger un genre vraiment local pékinois, qui est l'opéra de Pékin aujourd'hui. Autour du fort engouement que beaucoup de lettrés venus d'ailleurs décrivaient de façon parfois assez critique, voire narquoise, comme étant typique du mode de vie d'aristocrates entretenus comme rentiers par l'argent de la cour, et qui donc, n'ayant pas d'activité professionnelle à proprement parler, passaient leur journée à jouer, à chanter ou écouter de l'opéra. Mais le fait que l'opéra joue une place tellement importante, et beaucoup de gens de cette bonne famille aristocrate écrivaient des pièces en même temps qu'ils les chantaient, qu'ils allaient assister aux représentations. Et au cœur de sûrement un des romans les plus étroitement associés à la ville de Pékin, surtout au XIXe siècle, et qui est une des sources privilégiées. Ce n'est pas le seul roman qui se passe à Pékin, qui parle de la vie pékinoise, mais c'est un des plus connus pour cela. C'est une source importante pour comprendre la vie sociale à Pékin. Le Pinhua Baojian, littéralement le précieux miroir des gens qui savent évaluer, classer et choisir les fleurs. Donc un roman du milieu du 19e siècle, qui parle du milieu des acteurs et chanteurs d'opéra. Mais il faut savoir qu'ici, classer et noter les fleurs en question ne sont pas des objets botaniques, mais sont les jeunes garçons qui chantaient l'opéra. Et évidemment, les raisons pour lesquelles les lettrés les classaient, les évaluaient, c'était pour rendre hommage
aux multiples services qu'il leur rendait, qui incluaient, mais ne se limitaient pas du tout au fait de chanter pour eux sur scène. Voilà. Donc évidemment, ce roman s'en le souffre, il a assez mauvaise presse, il avait assez mauvaise presse à l'époque, bien entendu, où la prostitution était interdite. Il a toujours mauvaise presse aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément l'image que les Pékinois veulent donner d'eux-mêmes, mais c'est malgré tout un des nombreux aspects de la vie culturelle et littéraire à Pékin. On a ici à l'écran une des illustrations, un des exemplaires illustrés de ce roman, où on présente donc les beaux chanteurs et leurs mécènes et bons amis. Voilà. On a encore beaucoup d'autres genres, et je ne vais malheureusement pas pouvoir les énumérer ici, car le temps tourne très vite, mais de genres littéraires plus populaires dans lesquels s'exprime le folklore pékinois et dans lesquels, disons, des petits lettrés ont écrit au sujet de la ville et de ce qu'ils aimaient dans leur ville et de ce qu'ils trouvaient unique dans leur ville. On a les judotsu, qui veut dire les poèmes sur feuilles de bambou, qui sont des poèmes très populaires qu'on chantait dans la rue et qu'on mettait parfois par écrit dans un vocabulaire relativement simple, avec assez peu d'allusions littéraires et de formules tirées des classiques ou des grands poètes, mais décrivant souvent de façon très détaillée et parfois truculente la vie quotidienne, les petits marchands, les petits commerces, tout ce qui fait le quotidien d'une métropole. Aussi les zedishu, littéralement. Alors ça, c'est vraiment encore plus spécifiquement pékinois. On trouve des poèmes sur feuilles de bambou dans d'autres lieux, mais le zedishu, c'est vraiment un genre très spécifiquement pékinois. Zedi, littéralement, les fils et les frères, ce sont en fait les gens des bannières. Et donc, c'est un genre littéraire de ballades épiques, héroïques, chantées avec un instrument de percussion en bois, une sorte de petite cloche en bois. Donc, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'instrument mélodique, mais c'est chanté sur un rythme qui est donné par le chanteur, tape sur une percussion en bois, tout en chantant les histoires. Et à l'origine, c'est un genre plutôt martial qui raconte, donc c'est les chants des gens des bannières qui racontent leurs exploits militaires. Et puis quand les gens des bannières sont devenus installés en ville et sont devenus marchands, ou ont cessé avoir une culture vraiment militaire. Le genre, c'est devenu un genre de récréation populaire. On les chante dans les maisons de thé ou dans les restaurants ou autres endroits de vie nocturne à Pékin, et on chante toutes sortes de ballades d'amour, histoires drôles, histoires héroïques, les histoires des dieux aussi, etc. Et un exemple particulièrement célèbre de zedishu, c'est l'histoire du crabe, Pantiedi, qui raconte l'histoire d'un couple, Han Manchu. Lui est manchou, elle est Han chinoise, et donc le livre est dans les deux langues. C'est-à-dire que le mari parle en manchou, sa femme lui répond en chinois, et c'est très drôle, c'est humoristique, une sorte de longue balade satirique qui faisait beaucoup rire les Pékinois, en tout cas ceux qui comprenaient le manchou. Quelques mots encore sur le livre à Pékin. Donc on a beaucoup parlé d'écrire dans différents genres, poèmes en bon chinois classique ou poésie populaire, l'opéra, les récits de voyage, etc. Qu'est-ce qu'il en est des presses ? Comment on publie à Pékin ? Alors, on a les presses impériales, bien entendu. La cour a des moyens très importants et publie pour ses propres besoins. Elle publie les anthologies des lois, elle publie la Gazette de Pékin, avec les principales lois et décisions impériales, pratiquement tous les jours, qui est diffusée partout dans l'Empire. Elle publie toutes sortes de choses. Elle publie les œuvres des empereurs eux-mêmes. Et l'empereur Qianlong, dont on va redire un mot dans un instant, ayant écrit des quantités absolument effarantes de poésie. Beaucoup d'historiens se sont demandé s'il avait vraiment pu écrire ça tout seul, mais quelques historiens, sans doute un peu mauvaise langue, ont fait remarquer que cette poésie est tellement mauvaise que ça ne peut avoir été écrit que par Qianlong lui-même. S'il avait engagé un ghostwriter, ça aurait sûrement été un petit peu meilleur. Quoi qu'il en soit, et donc tout ça a été imprimé en très belles éditions sur beau papier à grands frais par la cour. Mais toute cette production impériale arrivait assez peu dans les mains des Pékinois ordinaires. J'ai mis à l'écran, là, c'était un manuel liturgique taoïste. Donc voilà, c'est juste ce qui m'intéresse de
particulièrement près, qui étaient produits à la cour pour les besoins des rituels faits à la cour. On voit ici, on a des très belles éditions en plusieurs couleurs, donc ce sont des planches d'impression en xylographie en plusieurs couleurs. Donc on a vraiment de très très beaux livres, mais c'est pas représentatif de ce que les Pékinois achetaient et lisaient. Après, on a le célèbre quartier de Liulichang qui existe toujours. Donc littéralement, Liulichang veut dire la fabrique, l'usine, l'atelier des tuiles vernissées. Les tuiles vernissées originaires de la province du Shanxi, mais qui sont devenues progressivement une sorte de symbole, de statue impériale, et donc qui étaient produites pour tous les bâtiments de la Cité interdite et autres bâtiments impériaux. Mais ce quartier, en fait, à un moment donné, a eu des ateliers de tuiles vernissées, mais c'est très rapidement spécialisé dans les librairies et marchands d'art. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est le quartier, une photo récente, où on va pour chiner, pour acheter des livres anciens et pour acheter des calligraphies, des peintures, etc. Ça fait partie de ce que faisaient les lettrés en visite à Pékin. Donc, ils allaient visiter les 8 panoramas célèbres, et puis ils allaient à Liulichang pour chiner, acheter des livres. Donc, comme beaucoup de lettrés venaient à Pékin, certains, ayant des difficultés financières, vendaient des livres de leur bibliothèque personnelle. Donc, beaucoup de choses circulaient. Donc, c'était un endroit très important pour le marché du livre. Ça l'est toujours d'une certaine façon aujourd'hui, un peu moins bien entendu, mais ça l'était de façon très importante sous l'Empire. En revanche, ce n'était pas un grand lieu d'édition. Il y avait des maisons d'édition, bien entendu, à Pékin sous l'Empire, mais pas, je dirais pas plus que dans d'autres grandes villes. Et globalement, la production de livres, anthologies de textes littéraires, de grands lettrés, collections de poésie, romans, etc. La production, l'impression à Pékin reste bien moindre que celle dans les grandes villes du Jiangnan, donc Nankin, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, qui étaient vraiment les grandes capitales de l'édition littéraire chinoise à l'époque. Voilà. Pékin était davantage une capitale administrative qu'une capitale culturelle de ce point de vue particulier du monde de l'édition. Donc, Pékin n'était pas forcément l'endroit, on pensait en premier, pour publier un livre, et même pour écrire, c'était un endroit où on pouvait écrire à ses risques et périls. Pas spécialement plus que dans le reste de l'Empire, n'en restait pas moins qu'à Pékin, on était sous les yeux directs de l'empereur et de la cour, et d'une police. Pékin avait une police particulière qui était organisée sur un modèle unique à Pékin. Il n'y avait pas du tout d'équivalent dans les autres grandes villes chinoises, même si des villes comme Suzhou, Hangzhou, Nankin pouvaient avoir une taille comparable à celle de Pékin. Mais il y avait une police plus importante, la protection du siège de l'empereur, et donc une surveillance probablement plus importante des activités des lettrés. Les sociétés de poésie, sociétés littéraires, qui avaient beaucoup fleuri sous la dynastie des Ming, 15e, 16e siècle, ont été interdites par le régime Qing, le régime mandchou, pour des raisons politiques, parce que souvent ce qu'on y faisait, ce n'était pas uniquement de la poésie, mais aussi de la contestation politique. Et la répression d'activisme intellectuel sous couvert de production littéraire, a continué tout au long de la dynastie et a connu un sommet vers la fin du XVIIIe siècle, vers la fin du règne de Qianlong, avec ce qu'on a appelé l'inquisition littéraire. C'est une expression occidentale, hein, c'est pas un terme chinois, bien entendu, mais on a eu plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages qui ont été condamnés pour leurs propos subversifs, manquant de loyauté envers le régime mandchou, Qing. Donc, livres brûlés, planches d'impression brûlées, évidemment, parce que voilà, il suffit pas, si vous ne brûlez pas les planches, il suffit d'en réimprimer, mais aussi condamnation, parfois pouvant aller jusqu'à la peine de mort, pour des personnes qui avaient détenu, caché ou distribué ces ouvrages-là. Et ce mouvement d'inquisition littéraire est allé de pair, en fait, c'était l'autre face de la pièce, du grand mouvement de collection
de tous les ouvrages de l'Empire, en particulier, pas uniquement littéraires, qui était le grand projet donc, de le Sekou Tuanshu, c'est-à-dire la grande anthologie complète des 4 types de livres. C'est les 4 grandes catégories de la bibliographie chinoise traditionnelle, donc les classiques, l'histoire, les écoles de pensée et la littérature, c'est les collections littéraires d'auteurs, de lettrés. Ce grand projet a consisté à rassembler, donc on a demandé, c'est-à-dire confisqué concrètement, les bibliothèques privées de tous les lettrés de l'Empire, et on a fait un tri. Il y a une équipe éditoriale surveillée de près par l'empereur qui a fait un tri pour savoir qu'est-ce qui méritait d'être gardé, qu'est-ce qui ne méritait pas d'être gardé. Et ce qui méritait d'être gardé a été édité. Ça n'a pas été imprimé, c'était beaucoup trop vaste, mais on a gardé un grand nombre de milliers d'ouvrages qu'on a recopiés sous forme manuscrite. Aujourd'hui, on a des reproductions, évidemment, sous différents formats, mais de l'original manuscrit. Mais donc ce grand canon, donc l'idée de collectionner tous les livres de l'Empire, c'est un projet qui plaisait à beaucoup de lettrés, mais ça a été l'occasion précisément de mener, de surveiller, de lire le contenu de tous ces livres et d'en condamner certains. Voilà. Donc on pouvait écrire à ces risques et périls, y compris sous des formes apparemment innocentes, telles que la poésie, si les équipes éditoriales du bureau du Sekou Tuanshu jugeaient que votre poésie avait des allusions ou des connotations qui manquaient quelque peu de respect ou de loyauté envers le régime en place. À cela s'ajoute un phénomène d'une autre nature, mais peut-être pas tout à fait sans rapport, qui est ce qu'on pourrait appeler le vandalisme littéraire de l'empereur Qianlong. D'autres empereurs ont pu faire des choses comparables, mais Qianlong reste inégalé de ce point de vue-là. J'évoquais tout à l'heure sa production poétique d'une ampleur quasiment épouvantable. Mais il faut aussi mentionner le fait que, outre d'écrire et de publier sa propre poésie, dont il était évidemment hautement déloyal de dire autre chose que les plus grands éloges, il écrivait aussi sur tout ce qui lui passait sous la main. Donc il laissait sa trace calligraphique sur tous les bâtiments, sur tous les supports et aussi sur toutes les peintures. Donc il collectionnait des peintures et il écrivait dessus ses commentaires, ses appréciations, ses titres. Ici c'est un exemple très très célèbre. Donc c'est une peinture, un des très grands peintres de l'histoire chinoise, Zhao Mengfu, qui avait vécu longtemps auparavant, à l'époque mongole. Une peinture de paysage sur laquelle il y avait déjà des sceaux de collectionneurs et des colophons d'autres poèmes. Et Qianlong lui a donné le titre, a écrit un gros poème au milieu. Donc voilà, c'est une façon de ce qu'on peut appeler du vandalisme, voilà, d'écrire sur toutes les œuvres d'art. Cette pièce est célèbre parce que Qianlong, à un moment donné, s'étant rendu sur le site même de représenter dans cette peinture et trouvant que la peinture représentait pas exactement le site, avait déformé le site, avait parlé de la faire brûler. Mais heureusement, un de ses conseillers avait réussi à l'en dissuader. Alors, j'ai pratiquement parlé 1 heure, ce qui est certainement beaucoup trop, mais quelques mots encore, si vous voulez bien, pour parler d'un sujet qui ne viendrait peut-être pas spontanément à l'esprit beaucoup d'historiens de la culture et de la littérature chinoise en parlant de Pékin, mais comme j'évoquais à l'instant le fait qu'on pouvait s'exprimer, qu'il était parfois dangereux de s'exprimer et de donner certaines opinions et d'écrire. On a mentionné le fait qu'à Pékin, comme ailleurs dans le monde chinois à la fin de l'Empire, il n'y a pas que les humains, femmes ou hommes. Voilà, évoqué un tout petit peu tout à l'heure des poétesses. Donc évidemment, le taux d'éducation, enfin, d'alphabétisation était moindre chez les femmes que chez les hommes pour différentes raisons. Malgré tout, dans les grandes familles, les femmes apprenaient aussi à lire et écrire, donc écrivaient de la poésie, des romans, toutes sortes de textes. Mais voilà, avec des contraintes, les contraintes propres au genre et puis des contraintes politiques. Mais il n'y avait pas que ces humains-là qui écrivaient. Les dieux écrivent aussi en Chine, et très abondamment, grâce aux pratiques d'écriture inspirée, qui est une technique rituelle pour faire venir les dieux dans un instrument d'écriture. Vous voyez ici, alors je profite pour faire de façon assez éhontée publicité d'un livre que j'ai commis tout récemment sur le sujet, mais c'est pour vous montrer la couverture, c'est une illustration dans un journal illustré de la fin du 19e siècle qui montre des lettrés en train de pratiquer ça. Donc vous voyez qu'ils tiennent un instrument d'écriture. Ils ont auparavant invité les dieux à posséder cet instrument d'écriture. Et donc en fait, c'est les dieux qui guident leurs mains, qui écrivent voilà, par ce moyen-là. Et ils écrivaient donc énormément. Et Pékin était un des endroits où on pratiquait beaucoup ces techniques-là. Et c'était très populaire dans toutes les couches de la société, enfin, qui savaient lire et écrire, mais depuis les petits lettrés, les petits professeurs de village, jusqu'aux plus éminents
poète, écrivain et homme de lettres et fonctionnaire. Hein. Et donc, pour donner un exemple, Jiang Yupu, qui était très haut fonctionnaire, il était ministre de la guerre, donc vraiment un des personnages les plus puissants de l'Empire, avait fondé et animé pendant une bonne vingtaine d'années un groupe avec d'autres collègues, dont certains avaient été des compilateurs du grand projet Sukushenshu que j'ai évoqué tout à l'heure, donc était au cœur de l'inquisition littéraire et de la police littéraire de l'Empire. En même temps, ces gens-là, à titre privé, invitaient les dieux à et communiquer, échanger avec les dieux auxquels ils rendaient un culte par l'écriture inspirée, et ont imprimé, publié et disséminé donc les contenus des révélations de ce qu'on leur a écrit les dieux, y compris un grand nombre de poèmes, donc des textes doctrinaux, des instructions personnelles, etc., mais aussi énormément de poèmes. Et donc on a beaucoup de poèmes qui sont composés par les dieux de ce moyen-là. Ce groupe-là était particulièrement dévot d'une divinité, l'immortel Lu, une divinité les plus importantes, culture chinoise à la fin de l'Empire, et très grand poète, aimant beaucoup partager avec ses disciples vivants des coupes de vin et échanger des vers, hein, voilà, qui doivent... le dieu écrit un vers, le disciple humain doit répondre avec un vers qui rime, etc. Voilà. Et donc je finirai, alors je vais peut-être lire cela, je laisse juste le lire très très rapidement, avec cet exemple qui reprend, alors qui ne se prétend pas représentatif de quoi que ce soit, mais qui reprend certains éléments que j'ai évoqués. Ce sont des textes produits par l'écriture inspirée. Alors, pour le coup, contrairement à l'exemple de Jiang Yupu que je viens de mentionner, des milieux beaucoup plus humbles, en fait, ce sont des petits lettrés, dont certainement aucun n'a jamais passé le 3e degré d'examen, n'est jamais devenu fonctionnaire, des petits lettrés de village, un village très proche de Pékin, et donc qui ont communiqué avec les dieux pendant bon nombre d'années, et qui ont rassemblé donc tous ces textes que l'ont écrit les dieux pour eux, et qui les ont publiés à Pékin, une des maisons d'édition religieuse à Liulichang, donc le quartier des libraires et antiquaires que j'évoquais tout à l'heure, qui ont publié cet ouvrage, donc, qui s'intitule Tuanche Guizhen, ça veut dire exhorter le monde à revenir aux vraies valeurs, si on veut. Donc 1889, tout à fait la fin de l'Empire. Et ce petit passage, le livre est assez long, mais juste un petit extrait ici, où on a une femme qui était la mère d'un des lettrés qui avait fondé et animé ce groupe, et qui vient, donc après qu'elle soit décédée, elle parle à son fils et aux autres membres de ce groupe depuis l'au-delà, et elle leur explique que quand elle était vivante de ce monde, elle a été une bonne maîtresse de maison, elle avait toutes les vertus féminines, mais elle n'a jamais pu lire et écrire. Mais après sa mort, elle a pu apprendre à lire et écrire, apprendre la littérature avec un des plus grands lettrés de l'histoire médiévale chinoise, Yan Zhenxing, et qu'elle est maintenant devenue une bonne écrivaine et qu'elle peut écrire pour son fils et ses amis, et elle leur écrit des poèmes et des propos d'exhortation morale. Voilà. Alors sur cet exemple édifiant, je conclus en vous remerciant de votre attention et en vous invitant à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci beaucoup, cher Vincent, de cet extraordinaire panorama de Pékin, de ses origines à nos jours. Une ville où se superposent à la fois des peuples, mongols, mandchous, chinois, des gens de toutes conditions, des lettrés, et puis aussi des dimensions, de la dimension sociale la plus humble jusqu'au ciel, au ciel à la fois taoïste et bouddhiste, et le paradis comme centre de formation continue. C'est tout à fait intéressant. Alors, il y aura certainement une foule de questions. Vous avez auprès de vous un micro qu'il vous suffit de pousser pour l'allumer, et si vous pouvez... voilà, il y a déjà une question. Merci, c'était très intéressant. J'ai 2 petites questions. La première, c'est à quelle époque ont commencé cette sélection des fonctionnaires par ces examens? Voilà, ça m'intéresserait de savoir, si vous pouvez nous dire ce qu'il en est. Et deuxièmement, vous nous avez parlé du genre littéraire des 8 panoramas. Est-ce qu'il y avait aussi un genre pictural des 8 panoramas? Merci. Je réponds question par question, peut-être? Oui, enfin, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup pour cette question. Alors, le système de recrutement par les examens, il a une très longue histoire
il y avait déjà des formes d'examen aux périodes anciennes, dès l'époque des Han, la connaissance des classiques, c'est-à-dire que ça s'accompagnait aussi d'une forme d'entreprise par le haut, par le régime impérial, de fixer une orthodoxie, de fixer les textes classiques, et donc de contrôler l'interprétation correcte entre les différentes versions des classiques qui étaient en concurrence les unes avec les autres. Donc les examens avec cette fonction-là. Donc on a déjà des premières formes d'examen dès les débuts tout au long du premier millénaire. C'est vraiment avec la dynastie des Song, donc 960 à 1279, que le système prend une dimension nouvelle et beaucoup plus systématique et devient la forme principale de recrutement d'État impérial. Ça n'a jamais été la forme unique, mais ça devient la forme principale. Les régimes auparavant, y compris la dynastie des Tang, donc 7e, 9e siècle, restent assez largement aristocratiques. Donc il y a des formes de sélection de promotion par les examens, mais ça reste un régime aristocratique. Et cette aristocratie, elle disparaît. C'est un des principaux grands changements civilisationnels dans l'histoire de la Chine. C'est ce tournant entre les Tang et les Song, autour du Xe siècle, où la société aristocratique disparaît et on a une société beaucoup plus méritocratique. Alors bien entendu, méritocratique, il faut nuancer, mais l'idée que tout le monde peut se présenter aux examens, enfin pas tout à fait tout le monde, parce qu'il y a des basses castes qui n'ont pas le droit de se présenter aux examens, les employés des administrations en particulier. Mais et les familles des chanteurs, pour des raisons morales. Mais cette démocratisation relative, mais quand même importante de l'examen, et l'examen comme mode essentiel de recrutement, donc c'est 11e siècle, disons. Les 8 panoramas, oui, bien sûr, il y a des versions picturales, et les deux vont très souvent ensemble. Voilà, si on est en voyage, on écrit juste des poésies, mais si on a les moyens, qu'on a un talent pour peindre, ou on peut écrire des poèmes sur des peintures préexistantes, ou réciproquement. Donc oui, bien sûr, il y a énormément de représentations picturales, les fameux 8 panoramas, mais beaucoup d'autres choses. Si le temps que vous réfléchissiez, peut-être je pourrais vous poser une question qui vous y a fait allusion très brièvement, mais cette espèce des choses qu'on a encore vues jusqu'à des années récentes, une concurrence entre Pékin et le sud de la Chine, maintenant Shanghai, mais avant Nankin, Suzhou, Hangzhou. Canton, elle est encore, je crois, sensible maintenant, ou peut-être moins, ou peut-être pas, ne se pose pas dans les mêmes conditions. Oui, bien sûr. Quand l'empereur Yongle décide de déménager sa capitale vers le nord, il fait beaucoup de malheureux. La vie est notoirement plus douce à Nankin qu'à Pékin. Et Nankin reste une capitale auxiliaire, dont le rôle est plus protocolaire que réellement politique, mais reste une capitale secondaire. Mais il y a cette idée-là, et le fait que la densité de population, la richesse, fait que les gens de la région du Jiangnan, donc Nankin, Suzhou, Hangzhou, aujourd'hui Shanghai, à l'époque Shanghai c'est un petit port de pêcheurs, mais produit un grand nombre de lettrés, et quelque chose qui inquiète aussi, alors un peu moins sous les Ming, mais sous les Mandchous, c'est quelque chose qui leur pose des problèmes, des doutes sur la loyauté. L'inquisition littéraire, c'est quelque chose qu'on a particulièrement regardé de près, les écrits du Jiangnan. La conquête du Jiangnan, la conquête de Pékin par les Mandchous s'est fait sans coup férir. En fait, pour la bonne raison que Pékin venait d'être prise. Les gens de Pékin ont appelé les Mandchous. Pékin venait d'être prise par un rebelle, Li Zheng, absolument sanguinaire,
qui avait mis la ville à feu et à sang. Donc quand les Mandchous sont arrivés et rétabli l'ordre, les Pékinois étaient plutôt contents dans l'ensemble. Ils ont trouvé que c'était une amélioration. Donc les Mandchous sont très vite sentis chez eux à Pékin. En revanche, la conquête du Jiangnan s'est passée de façon beaucoup plus douloureuse. Il y a eu des révoltes qui ont été matées dans le sang. Et donc les Mandchous ont énormément, ont gardé en fait jusqu'au fond, jusqu'à la fin de l'Empire, une méfiance envers les gens du Jiangnan, vis-à-vis de leur loyauté, vis-à-vis de ce qu'ils ressentaient comme l'arrogance et le regard un peu condescendant des grands lettrés des grandes familles du Jiangnan sur ces gens du Nord qui savaient peut-être bien monter à cheval et tirer à l'arc, mais c'était à peu près tout. Et donc ils ont mis des quotas. En fait, c'était beaucoup plus difficile de réussir aux examens si on venait de Suzhou ou Hangzhou que si on venait de la région de Pékin ou d'un endroit perdu, parce que les quotas étaient extrêmement restrictifs. Donc il y a toujours eu cette relation effectivement un petit peu tendue. Mais bon, voilà, malgré tout. Et puis, il y a la rhétorique nord-sud, elle existe dans tous les pays du monde. C'est ni aux Français, ni aux Belges, ni aux Anglais, ou à qui que ce soit d'autres en Europe, qu'on va apprendre cela. Et donc en Chine, de très longue date aussi, c'est une rhétorique, mais en réalité, il n'y a pas une partie homogène culturellement, linguistiquement, religieusement, ou géologiquement, qui serait le nord, et une autre qui serait le sud. Le Jiangnan est une région à part entière, mais ce n'est pas le sud. Pour les gens du Jiangnan, les Cantonais, eux, ce sont des gens du sud, et d'une langue totalement différente et une culture totalement différente. Voilà, donc cette rhétorique nord-sud, elle est là, mais elle ne recoupe pas bien du tout les tensions réelles entre des groupes homogènes culturellement, linguistiquement et politiquement. J'ai été trop long, je suis. Merci encore une fois.